Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invitée ce soir est Maria Teresa Mestre. Vous êtes la grande duchesse du Luxembourg. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes à Paris pour la 18e édition du Women's Forum. Je vous reçois aujourd'hui car vous êtes depuis longtemps engagée pour les droits des femmes. Et il y a un sujet parmi tous ceux que vous portez qui vous tient particulièrement à cœur. C'est celui de l'utilisation du viol comme arme de guerre. Alors vous le portez aux côtés de personnalités, de prix Nobel. Vous bataillez pour que cela devienne un sujet avec votre association qui s'appelle Stand, Speak and Rise Up. Pourquoi est-ce qu'en 2014, parmi toutes les causes que vous défendez, vous décidez de focaliser votre attention sur le viol comme arme de guerre ? C'est une première rencontre par télévision interposée avec le docteur Mukwege. Je vois une émission à son sujet. Prix Nobel. Je suis prix Nobel, pas encore. Très bouleversée par ce que je vois. Et ensuite, il vient en 2017 à Luxembourg faire une conférence. Et là, je dois dire que j'étais bouleversée. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Et j'ai demandé s'il avait le temps encore de venir me voir. Et je l'ai reçu le lendemain. Très gentiment, il est venu. On a discuté. Et je lui ai dit, écoutez, je suis bouleversée. À la place où je suis, j'ai toujours pensé que ça devait servir pour défendre les causes les plus difficiles. Votre cause est une cause que j'aimerais défendre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Pourquoi vous avez été à ce point bouleversée ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Les exemples qu'il m'a donnés, les atrocités, la barbarie, la manière dont les corps des femmes sont utilisés comme des champs de bataille. Ouais. Et on y vient parce que c'est un sujet en réalité qui est tristement d'actualité. En Israël, il y a une enquête très délicate à mener qui est en cours en ce moment même car les hommes du Hamas ont torturé, mutilé, mais ils ont aussi violé parfois post-mortem. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé là-bas ? Est-ce que c'est un sujet que vous suivez de très près ? C'est un sujet que je suis de très près de toute manière, mais ça date de bien avant. Et ce qui est triste, c'est que quand j'ai fait mon forum international avec Dr Mukwege, entre-temps il était devenu prix Nobel de la paix, en 2019, nous avions fait une carte du monde où malheureusement c'est un problème mondial. Amérique du Sud, Europe, enfin, Afrique, n'en parlons pas. Eh bien, je ne pensais jamais en 2019 qu'on devrait rajouter des pays. Depuis quelques années, nous devons rajouter l'Ukraine. Voilà que nous rajoutons Israël. C'est dramatique. Et nous rajoutons des pays et des femmes et des victimes. Je voudrais qu'elles parlent difficilement, les victimes de viol, y compris dans ce contexte-là. Certaines parlent à visage couvert, comme cette femme qui s'exprime pour France Télévisions. C'était en avril 2022 à Kherson. Elle raconte son histoire. C'était le 3 avril. J'étais dans une épicerie quand d'un coup des soldats russes sont entrés. Ils ont commencé à parler avec les locaux. Je n'ai pas entendu de quoi exactement. J'ai juste vu un habitant me pointer du doigt et dire « C'est à cause d'elle que cette guerre a commencé, à cause de gens comme eux. C'est la femme d'un militaire. » Ils sont entrés par la porte derrière moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone pour appeler à l'aide, ni de faire quoi que ce soit. Ils m'ont poussé sur le lit, m'ont écrasé avec la mitrailleuse et m'ont déshabillé. Je me sens vraiment dégueulasse. Je n'ai plus envie de vivre. C'est pas simplement un viol. Voulez-vous réagir à ce témoignage ? Mes 50 survivantes que j'avais invitées au forum, j'avais voulu qu'elles soient le cœur de ce forum. Et le leitmotiv de mon association, c'est pour les survivantes, qui sont des femmes extraordinaires, de dignité, de force. C'est jamais rien sans nous, jamais rien sur nous sans nous. Pourquoi c'est important de le préciser, ça ? C'est important de le préciser parce que elles me disaient, nous sommes des morts vivantes. Et moi, ce que j'ai voulu, à travers mon engagement, c'est leur dire « vous êtes importantes et vous pouvez exister à nouveau ». Ce qu'il y a de singulier dans cette cause que vous défendez, c'est pas simplement lutter contre les violences faites aux femmes, contre le viol d'une manière générale. C'est le viol comme arme de guerre. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant dans votre engagement. En Ukraine, en ce moment même, au Proche-Orient, on l'a vu ces dernières semaines, comme dans tous les conflits, le viol est utilisé pour humilier, mais aussi pour briser l'âme d'un pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Pourquoi vous dites viol comme arme de guerre ? En quoi ça peut faire même partie, et on l'a vu par le passé, d'une forme de stratégie militaire pour rabaisser un pays et pour briser l'âme d'une nation ? Parce que c'est l'arme la moins chère. C'est une bombe à sous-munitions
qui non seulement détruit les femmes, mais le tissu social et des générations à venir. Et pour moi, c'est une forme de génocide. C'est théorisé, ça, par ceux qui font ces guerres-là, qui organisent ces guerres-là. C'est théorisé par, non pas les états-majors, mais les soldats sur le terrain. Je crains que c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps et qui n'est malheureusement pas suffisamment dénoncé. C'est aussi pour cela que je m'en suis emparée. Avec quel objectif? On va voir passer quelques chiffres pour illustrer les niveaux de viol lors des conflits, parce qu'ils sont parfois recensés, parfois les victimes ne disent rien, puis parfois on fait cette macabre comptabilité, on va le voir, que ce soit des conflits au Rwanda, en Bosnie-Herzégovine, en République démocratique du Congo. Aucun conflit n'échappe à cette situation et au viol des femmes. Qu'est-ce que vous attendez, à part s'indigner, à part pointer du doigt ce qui se passe parfois sur le terrain de guerre, qu'est-ce que vous espérez? Ah, j'espère beaucoup. Quand moi je vois comment mes survivantes, il y en a 2 qui sont ici en ce moment pour cette semaine du Forum des femmes, Tatiana de RDC et Olena d'Ukraine. Je les suis de très près, nous faisons des projets ensemble. Ces femmes-là, elles me disent, vous nous avez aidés, vous avez reconnu notre souffrance, ça c'est la première chose. Et vous nous avez aidés à passer du stade de victime au stade de moteur de changement dans notre pays et pour les femmes autour de nous. Mais d'une manière générale, par rapport aux instances internationales, est-ce qu'il y a un silence coupable des instances internationales sur le viol comme arme de guerre? On précise que le viol est défini comme un crime de guerre dans le statut de Rome de 1998 qui a institué la Cour pénale internationale. Donc il y a des textes. Dans la réalité, qu'est-ce qui manque au niveau des instances pour que, lorsqu'on conclut par exemple un accord de paix, soit pris en compte des victimes qui sont aussi des victimes de viol? La volonté. La volonté de qui? La volonté, d'une façon générale, des autorités et des personnes responsables. Ça les intéresse pas? Vraiment, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, il faudrait que vous leur demandiez. Ce que je sais, c'est que véritablement, moi j'ai soulevé une thématique qui était les enfants nés du viol. Ce sont mes survivantes qui m'ont attiré l'attention sur ce fait et je l'ai porté aux Nations Unies. Qui n'étaient pas conscients. Ces enfants n'ont pas d'identité, ils sont totalement inexistants, non reconnus, aucun droit. Aux Nations Unies, quelque temps après le forum, il y a une résolution qui a été passée en faveur des enfants nés du viol. Pour les reconnaître? Pour les reconnaître et pour demander aux États de faire réparation. Alors, ça n'est pas encore le cas, mais ça commence par exemple en Bosnie-Herzégovine, dans certaines régions. On commence à faire réparation aux enfants nés du viol. Et la Cour pénale internationale, par exemple, quand on dit qu'on doit juger les crimes de guerre, quelle est la place qui est accordée au viol, justement, dans le fait que certains enquêteurs, y compris en ce moment même, en Ukraine et ailleurs, essaient d'établir des faits? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait sur le terrain pour recenser ces témoignages, pour à un moment donné les juger? Vous avez vu qu'en Ukraine, c'est la première fois que j'ai entendu, dès que les faits étaient arrivés, il y a tout de suite eu une commission qui a été envoyée. Ça, c'est déjà un progrès. C'est déjà une différence. Ça veut dire que ça ne vous met pas en colère, cette distance que peuvent avoir certaines instances internationales par rapport à ce sujet-là? Évidemment, non seulement ça me met en colère, ça me désespère et ça m'attriste, mais ce n'est pas avec la colère qu'on va... Non, qu'on va faire avancer les choses. On va... Juste ce chiffre que j'ai trouvé en préparant cette émission, pour 45 conflits depuis 1989, seuls 10 se sont soldés par un accord de paix faisant la mention uniquement des violences sexuelles. Donc il y a un peu de chemin quand même. Il y a beaucoup de chemin, beaucoup de chemin. C'est la raison pour laquelle, à la place où je suis, j'ai décidé que je m'emparais de la thématique. Et qui sont vos interlocuteurs ? Il y en a beaucoup. Mon travail est un travail de plaidoyer dans mon association aussi. C'est un travail double de plaidoyer auprès de toutes les instances des États, des instances onusiennes et un travail de réalisation concrète sur le terrain pour aider ces femmes à s'en sortir. Plus généralement sur les droits des femmes, on rappelle que le prix Nobel a été attribué à Narges Mohammadi, la femme journaliste iranienne qui se bat contre le port du voile obligatoire et qui est encore emprisonnée en ce moment même en Iran. Est-ce que vous diriez que globalement dans le monde, les droits des femmes régressent? Quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé en Argentine avec l'élection de Javier Milei qui promet d'abroger la loi légalisant l'avortement. Quand vous voyez ces choses-là, vous vous dites, est-ce qu'au moment de MeToo, on est quand même dans un moment où il faut être vigilante? Moi, je vais vous donner un chiffre. 28 millions de femmes et de filles afghanes oubliées. Qui s'en soucie aujourd'hui? Emmurées vivantes.
Et ce chiffre aussi que vous donnez, 97% des cas signalés seraient suivis par des femmes et des filles. On parle des violences sexuelles liées au conflit. Merci beaucoup, Madame la Duchesse, d'avoir été, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est ça, Grande Duchesse de Luxembourg. Merci vraiment d'être venue sur ce plateau et d'avoir porté ce combat avec force et conviction. Et nous retrouvons dans un instant les experts de C'est dans l'air sur un tout autre sujet. Nous allons revenir sur la relaxe du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À tout de suite.